Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreuses et si nombreux pour entendre parler de deux choses dont on a plutôt l'habitude de parler. Une chose, c'est logiciel libre. Tout le monde aime le logiciel libre. Tout le monde aime faire du logiciel libre. Tout le monde aime utiliser du logiciel libre. C'est plutôt sympa et c'est un sujet de conf assez classique. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose dont on ne parle pas souvent dans le logiciel libre, qui est un petit peu tabou, qui est même tabou en général, c'est l'argent. Et on va parler de comment on fait pour vivre concrètement du logiciel libre, avec la partie gratuite, libre, qui est bien sympa, bisounours du logiciel libre, et la partie, il faut quand même qu'on arrive à manger autre chose que des pâtes tous les jours, et donc ce serait bien si on avait un peu d'argent. Alors, je vais vous présenter très vite ce qu'on va raconter. Au début, on va partir sur qui nous sommes, ce qu'on fait, un peu se présenter et savoir pourquoi on est là pour parler de logiciel libre et pourquoi on est là pour parler un petit peu d'argent. D'où on vient, comment on s'est monté, toute l'histoire des logiciels qu'on développe. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet avec une partie sur les sources de financement, réfléchir à comment on peut faire pour allier logiciel libre et gagner de l'argent. Et une dernière partie qui sera sur notre retour d'expérience avec quelques astuces personnelles que vous pourrez aussi utiliser si jamais ça vous intéresse de vous lancer là-dedans. Voilà en gros de quoi on va parler. Sans grande surprise, on va commencer par la partie numéro 1. La partie qui nous sommes et ce que nous faisons. Alors, je m'appelle Guillaume, je suis avec Lucie. On est deux ingénieurs en informatique. On est dans la communauté Python depuis un sacré moment. Lucie est même présidente de l'AFPI, qui est l'association qui parle de Python en France. Et on a une passion. Alors, chacun a ses passions. Il y en a qui aiment bien faire des Legos, il y en a qui aiment bien ouvrir des serrures. Nous, on aime bien les spécifications. HTML, CSS, PDF, lire des tonnes de pavés avec des mots super compliqués, c'est notre truc. On fait ça matin, midi et soir, on adore ça. Et donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans une idée qui s'appelle WheezyPrint, qui est un logiciel qui permet de pouvoir transformer du HTML, CSS en PDF. Donc HTML, CSS, PDF, là on a tout couvert, on est super heureux, c'est notre truc. En gros, c'est comme un navigateur, sauf qu'à la place de vous afficher ce que vous faites dans un navigateur, dans une fenêtre, ça va vous sortir un beau PDF. Donc si vous aimez faire des factures, si vous aimez faire des affiches, si vous aimez faire des tickets, des petites étiquettes, n'importe quoi qui se met sous forme de PDF, ça c'est trop bien et en plus c'est gratuit. Voilà, fin de la présentation, on ne gagne pas d'argent. Non, c'est pas vrai. On a créé une société qui s'appelle Courbouillon. Le but c'est qu'on vende des services autour de WheezyPrint. On est indépendant, on est dans une coopérative et on a quand même nos propres clients. Ça s'appelle une CAE. Si jamais vous voulez en parler plus tard, on peut en parler. En gros, ça nous permet d'être indépendants mais salariés. Indépendants, donc de pouvoir choisir nos clients, gagner notre argent et faire ce qu'on veut. Pouvoir se lever super tard le matin, ça c'est super important. Et puis, d'un autre côté, on est quand même au sein d'une coopérative, il y a 150 personnes et elle s'occupe de toute la partie qui est un peu nulle pour nous, l'administratif, le juridique, la compta, tous les trucs qu'on n'a pas très envie de faire. Nous, comme je vous l'ai dit, on aime bien lire des specs et faire du code. Et donc, on fait ça quasiment à temps plein. Évidemment, on s'appelle Courbouillon, c'est parce qu'on adore parler nourriture. Donc, si vous voulez parler nourriture, il n'y a pas de souci, on peut parler nourriture aussi. Pour les personnes qui ne sont pas trop au courant, même si je pense que vous avez déjà tous et toutes entendu un petit peu le terme, le logiciel libre, c'est quoi? C'est un logiciel dans lequel il y a 4 libertés. Déjà une liberté de pouvoir l'utiliser sans avoir de contraintes. Une partie qui va considérer à pouvoir l'étudier, regarder le code source et comprendre comment il fonctionne. Une partie qui consiste à faire la redistribution. Vous pouvez redistribuer les changements que vous avez faits. Et puis vous allez évidemment pouvoir modifier, vous allez pouvoir changer le fonctionnement du logiciel pour l'adapter à ce que vous voulez. Ce qui veut dire que notre logiciel, il est gratuitement téléchargeable, que vous pouvez sortir d'ici et le télécharger sans rien nous demander. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez l'installer sur 50 000 serveurs chez vous et sortir des milliards de factures, et vous aurez zéro à payer. Et pourtant, on vit du logiciel libre. Et la question que vous posez toutes et tous, c'est comment on fait pour vivre du logiciel libre? Ça tombe bien, c'est la conférence qu'on va faire. Alors maintenant, on va parler un petit peu, petite phase historique pour voir un peu dans le laps de temps comment ça se déroule. Donc ça va commencer en 2011. Donc on travaillait dans une entreprise qui s'appelle Cosea, qui avait besoin de générer beaucoup de documents, que ce soit des rapports, des trucs de tests de lisibilité d'ordonnance, plein de choses comme ça. Donc pour essayer d'automatiser cette génération et que ça ne soit pas fait à la main, on a essayé de faire des templates Word, LibreOffice, avec du LaTeX, du Firefox. Mais ça, c'est pas très concluant, parce que essayer de demander à une personne qui fait du design ou du graphisme de rendre un document LaTeX joli,
bah, c'est pas possible, enfin, c'est très compliqué. Donc du coup, en 2011, l'idée a été d'utiliser du HTML et du CSS pour générer du PDF. Parce qu'en fait, dans les spécifications HTML et CSS, il y a déjà tout qui est prévu pour faire des documents paginés. C'est pas fait que pour faire du web. Donc en 2011, on crée WheezyPrint, il y a les premiers commits. En 2012, on va devenir membre du W3C, donc c'est les gens qui font les spécifications. Ça dure pas très longtemps, mais c'était sympa. Et le logiciel, dès le début, il est pensé en logiciel open source, donc tout est disponible sur GitHub et tout le monde peut participer, l'utiliser, etc. Donc c'est sur GitHub, on gagne des étoiles au fur et à mesure. En 2013, on a 100 étoiles, en 2016, 1000 étoiles. À partir de là, on se dit, bah, peut-être on pourrait essayer de gagner des sous avec, parce qu'à ce moment-là, c'est juste un outil que l'entreprise utilise. Mais voilà, les autres personnes peuvent l'utiliser, mais personne ne génère des revenus avec, donc ça peut être cool. Donc on a ouvert un Patreon. Et voilà, ça continue entre 2016 et 2020, on gagne un peu plus d'étoiles, et au maximum sur le Patreon, on aura eu 178$ de dons par mois, ce qui n'est pas dingue, hein, on va pas aller bien loin. En 2020, on décide de quitter Cosea, Guillaume et moi, et on se dit on va créer Courbouillon du coup pour vraiment vendre des choses autour de WheezyPrint et du logiciel libre, et l'idée c'est d'arriver à en vivre dans 3 ans, c'est l'estimation. On se dit d'abord on va commencer à vendre des choses aux gens qu'on connaît autour de Lyon, et ça sera plus sympa pour commencer. Sauf que 2020, bon bah c'est le Covid, dans le sens du timing pas dingue pour vendre des trucs en présentiel. Du coup, on s'est dit, bon, on va commencer à préparer bien la communication, etc. Parce qu'il paraît que ça sert à quelque chose de faire de la communication. Donc, on rédige plein de contenus et on se prépare à se lancer le 12 octobre. C'est ce qui marche bien au niveau date. On a juste mis un petit truc dans le README du projet pour dire que maintenant il y a du support professionnel. Et finalement, on a eu des clients avant de lancer vraiment Courbouillon le 12 octobre, parce que notre premier client, on l'a eu le 10 octobre. Donc faites de la com, écrivez du contenu, ça sert à quelque chose. Même si vous ne le faites pas de ouf, il y a toujours des gens qui vont voir. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, on va voir vraiment les sources de financement. Donc on a séparé ça en deux, avec des sources que nous, on va utiliser, et on va présenter d'autres services qui reposent aussi sur ces sources-là, et après d'autres sources qui pourraient être possibles, mais que nous, on ne met pas en place, et en montrant des exemples aussi pareil. Donc nous, sur ce qu'on fait pour gagner de l'argent et le logiciel libre, c'est principalement ces 5 choses. Donc déjà, on va vendre du développement sur le logiciel. C'est-à-dire que les gens vont nous payer pour ajouter une feature qui manque, corriger un bug, etc. Ça, il y a les gens de chez Wagtail qui le font. Ça marche pas, c'est ça. Ouais, les gens de chez Wagtail. Donc Wagtail, c'est un CMS qui est basé sur Django. Et du coup, pour faire ça, on peut pousser les gens à dire, bah, vous regardez, cette feature-là, elle est prévue dans tant de temps, mais si vous la voulez plus tôt, bah, donner de l'argent, ça nous aidera à pouvoir passer du temps dessus et à la développer plus rapidement. Donc voilà, il y a Wagtail qui fait ça, et nous aussi on peut faire ça. Les petits incentives là, pour que les gens y donnent des sous. Donc ça c'est une première chose, et ça nous permet de sécuriser du coup du temps en se disant, ok là la personne a payé telle feature, on peut passer ces 2 semaines à vraiment développer le truc, et comme ça en 2 semaines c'est fait. Parce que s'il faut se concentrer par petits bouts, par une demi-journée par-ci, une demi-journée par-là, bah, c'est plus difficile à développer, et surtout après le code est de moins bonne qualité. Ce qui est possible aussi de faire, ça va être de vendre l'intégration du logiciel. Donc c'est-à-dire qu'on va aider des entreprises à utiliser WheezyPrint dans leur service à eux. Donc ils peuvent avoir une grosse application qui à un moment génère du PDF, et nous on va intervenir à ce moment-là pour les aider à mettre en place WheezyPrint dans leur stack, etc. Un autre exemple de gens qui font ça, il y a Igalia qui fait ça. Donc ils sont spécialisés dans l'intégration de moteurs web dans les solutions de leurs clients. Et du coup, si vous jamais voulez intégrer du WebKit dans une de vos applications, Igalia c'est très bien, ils font ça très bien. Si vous voulez intégrer du WheezyPrint, c'est nous bien évidemment. Après, ce qui est possible aussi de faire, ça va être de vendre du développement avec du logiciel. Donc là, on n'a pas trouvé d'autres exemples que nous. Donc c'est-à-dire que les gens, ils peuvent utiliser WheezyPrint directement, mais si par exemple, il y a les graphistes et les designers qui arrivent avec une nouvelle maquette d'un document, et qu'après, il n'y a pas la connaissance ou le temps dans l'entreprise pour transformer ces maquettes en template HTML, CSS, du coup, là, c'est nous, on va intervenir. L'entreprise nous passe les maquettes, et nous, on prépare le template HTML, CSS qui va bien. Du coup, on peut vendre du service autour de ça. C'est tous les trucs qu'on fait, mais ici, c'est sur le templating.
Après, une autre solution pour gagner de l'argent qu'on utilise aussi, ça va être le conseil. Donc, c'est-à-dire que les gens ils utilisent WheezyPrint, ils sont contents, etc. Mais ils peuvent avoir des petits soucis. Généralement, c'est des soucis de performance suivant comment WheezyPrint est lancé, etc. Et du coup, on peut les accompagner pour trouver une solution pour lancer WheezyPrint de façon plus efficace. Au lieu de lancer Python à chaque fois, par exemple, si toute leur API n'est pas en Python, ça peut être coûteux. Dernièrement, on a travaillé avec une entreprise qui génère plein de rapports. Et chaque fois, ils sont obligés de copier-coller leur template HTML d'un rapport sur l'autre. Et ils ne sont pas très à l'aise avec le CSS. Du coup, on les a aidés à avoir un template générique. Et du coup, les gens qui font le rapport n'ont plus besoin d'écrire de CSS. Ce qui est vachement bien quand personne n'aime le CSS. Mais nous, on aime bien ça. Et enfin, il y a VLC qui fait ça aussi, du conseil. Donc, si vous avez des problématiques autour de VLC, FFmpeg ou autre, VLC. Et enfin, la dernière chose qu'on met en place, nous, pour générer des revenus avec WheezyPrint, ça va être un système de dons. Donc les gens, ils nous donnent des sous par mois, voilà, sans contrepartie particulière, mais leur logo sur le site, comme ça tout le monde est content. Et ça va permettre du coup de sécuriser un peu des revenus, dans le sens où on sait que tous les mois, on a tant d'argent qui tombe, et du coup on se dit qu'on peut passer ce temps-là, en tout cas, pour juste répondre aux gens sur GitHub, parce que ça prend du temps de répondre aux gens sur GitHub, de classer les issues, etc. Dans les gens qui font ça, il y a Godot, qui a un moteur de rendu. Eux, par contre, ils ont beaucoup d'argent par mois, ils ont le temps de venir passer, mais du coup, ça leur permet de se focus sur le développement, et c'est pour ça que Godot, ça marche bien. Toutes les personnes ne vont pas d'un coup annuler leur don mensuel, et du coup, c'est pour ça que c'est quelque chose d'important. Du coup, sur ces différentes façons de gagner de l'argent, ce qui est sympa sur les 4 premières, c'est que généralement, on va travailler directement avec l'entreprise et du coup, on peut voir un peu les secteurs d'activité, s'impliquer dans les projets de l'entreprise aussi. Ça change et on voit plein de choses différentes. Après, on travaille avec plein de clients qui sont plus à l'international qu'en France. Du coup, c'est aussi intéressant les différences culturelles au niveau du travail. Voilà. L'Allemagne, c'est top pour travailler sur le logiciel libre. Ils n'ont pas peur de financer du logiciel libre. Voilà. On va voir plus comment on pourrait gagner de l'argent, mais qu'on ne le fait pas vraiment. Oui, donc toutes ces façons qu'on vient de voir et que tu viens de présenter, c'est vraiment des façons que nous on a mises en œuvre parce qu'on était vraiment à l'aise avec ça. Vendre du conseil, vendre du développement, accompagner les gens à utiliser le logiciel, ou même utiliser nous-mêmes le logiciel pour le compte de certains clients, c'est vraiment quelque chose avec lequel on était à l'aise dans notre idée qu'on avait du logiciel libre. Et il y a d'autres systèmes qu'on n'a pas mis en place parce que soit on n'est pas à l'aise avec, ça ne veut pas dire que c'est mal, ça veut juste dire que nous, dans la façon qu'on a de travailler avec le logiciel libre, ça ne nous va pas. Soit parce qu'on n'a pas le temps. Ça, le temps, je pense que tout le monde est au courant, mais c'est quelque chose qui manque beaucoup. Donc ça veut dire que les choses qu'on ne fait pas, c'est pas qu'elles sont mal ou qu'on recommande de ne pas les faire, c'est juste que pour nous, c'est pas la meilleure chose à faire pour diverses raisons. Dans ces différentes solutions qu'on n'utilise pas, la première, c'est de faire de la vente de logiciels. Alors vous allez me dire, si vous suivez, c'est quand même bizarre, votre logiciel il est gratuit, comment on peut vendre du logiciel libre? En fait, il y a plein d'entreprises qui vendent du logiciel libre et qui le vendent en particulier en jouant sur les licences. Ils mettent en place un système de licence qu'on va dire viral, une licence qui va obliger les gens à faire que du logiciel libre. Et ils vendent le même logiciel en une licence propriétaire où les gens pourront faire ce qu'ils veulent, mais par contre là ça coûte beaucoup plus cher. Donc ce système-là de double licence, c'est quelque chose qui est fait par exemple par Qt, qui est une bibliothèque qui est beaucoup utilisée pour faire des interfaces graphiques. Donc Qt, ils ont une version qui est une version gratuite que tout le monde peut utiliser, mais qui va être sous une licence qui va forcer les gens à faire du libre avec. Je schématise, on pourra discuter longtemps des licences si vous voulez après, mais pour schématiser, c'est comme ça que ça fonctionne. Et à côté, si vous voulez l'utiliser pour du logiciel propriétaire, vous pouvez acheter le même logiciel en payant des licences qui sont souvent très chères, qui sont même sous forme d'abonnement et qui vont vous permettre de pouvoir utiliser le même logiciel, mais en faire ce que vous voulez et en particulier faire du logiciel propriétaire. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aimait pas trop parce qu'on voulait vraiment garder ce côté logiciel libre, et donc c'est pour ça qu'on ne s'est pas lancé dans une licence comme ça. La deuxième chose qu'on n'a pas faite, c'est le développement de plugins. Alors ça, il y a beaucoup de logiciels qui fonctionnent comme ça. Ils ont une base logicielle qui est une base logicielle libre, et ils vont construire tout autour tout un système de plugins qui vont fonctionner avec, qui vont rajouter certaines fonctionnalités, mais qui vont être payants et qui vont être propriétaires. Ce fonctionnement-là, il est très utilisé, en particulier par WordPress. WordPress, donc c'est un logiciel qui permet de pouvoir faire de la gestion de contenu, vous connaissez sans doute. Et il y a tout un système de plugins payants autour de WordPress.
sur lequel on peut du coup acheter ces plugins-là, on va acheter du support sur ces plugins-là, et donc les entreprises qui font ces plugins, elles sont rémunérées en faisant du logiciel propriétaire autour d'un logiciel libre. C'est un mécanisme qui est sympa pour le logiciel libre parce que ça permet de faire plein de choses avec ce logiciel, même si c'est grâce à des plugins payants. Et pareil, nous, on n'était pas super à l'aise avec ça, du coup, on n'a vraiment pas envie de garder une partie libre, une partie payante. On voulait vraiment avoir toute une partie qui soit gratuite et vendre vraiment surtout du conseil autour. C'est pour ça qu'on n'utilisait pas cette solution-là. Mais si vous voulez vous lancer dans un logiciel, vous faites le cœur qui est libre et faire tout ce qu'il y a autour qui est payant, c'est un système qui est assez connu et qui fonctionne bien pour beaucoup, beaucoup de logiciels. Une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est faire de la formation. Alors ça, il y a des gens qui sont même pros là-dessus, qui créent même des petites bibliothèques juste pour pouvoir vendre de la formation autour. Ce système-là, c'est un système qui existe beaucoup sur les langages de programmation, qui va beaucoup exister sur les gros frameworks, où on va avoir des entreprises qui vont se créer et qui vont à la fois faire le développement et à la fois faire la formation des gens pour utiliser le framework. C'est super bien pour le logiciel parce que quand on va les former, les personnes vont devenir expertes. Quand elles sont expertes, elles n'ont pas envie de changer d'outil. Et donc, elles vont rester accrochées à cet outil-là. Et ça permet d'avoir des clients qui sont quasiment captifs alors que ça reste un logiciel libre. On a pris un exemple qui est assez connu dans le monde de Python. Nous, on fait du Python. Donc, l'exemple, c'est RealPython. C'est des gens qui se sont mis ensemble pour pouvoir faire des formations autour de Python. Donc, c'est des personnes qui sont utilisatrices de Python depuis très longtemps. Elles fournissent des formations payantes. Les gens se forment, deviennent du coup utilisateurs, utilisatrices de Python et vont participer à faire grandir l'écosystème pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui veulent prendre de plus en plus de formations. Donc c'est un business model qui est plutôt intéressant. Nous, c'est quelque chose contre lequel on n'est pas. On aurait bien envie de faire de la formation, mais faire de la formation, ça prend du temps. Et on est déjà très très occupé à répondre à tous les gens sur GitHub et surtout à chouchouter nos clients qui nous donnent un peu d'argent pour pouvoir vivre. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Dernière chose qu'on ne fait pas du tout, c'est la partie vendre le logiciel en tant que service en ligne. Ça, c'est un système qu'on voit beaucoup aussi. Il y a plein d'exemples de logiciels qui ont une base de code gratuite et qui vous disent vous pouvez télécharger et l'installer chez vous. Lisez ce pavé de documentation pour faire l'installation. Vous allez voir, c'est super facile. Ou alors, pour 10 $ par mois, vous pouvez tranquillement avoir un service en ligne qui tourne tout seul. C'est comme vous voulez. Vous lisez la doc ou vous donnez 10 $ et à la fin, vous avez le même résultat. Évidemment, ça pousse les gens à donner de l'argent et à s'abonner. Ils vont utiliser un logiciel libre, mais ils vont payer le service pour avoir l'installation, la maintenance, les mises à jour, bref, tout ce que les gens ne veulent pas forcément faire. Ils veulent juste avoir le logiciel et l'utiliser. Ils ne veulent pas gérer tout ce qu'il y a autour. Donc ce système-là, il est vraiment, vraiment utilisé dans le monde du logiciel libre dès qu'on a des applications web en particulier. Il y a un exemple qui s'appelle Sentry. Sentry, c'est un service assez connu qui permet de faire du monitoring sur des serveurs. Il y a une version gratuite, vous pouvez la télécharger, tout marche très bien, c'est génial. Et après, vous pouvez avoir un système où vous allez avoir une installation automatique avec un support, vous allez avoir directement des tickets que vous allez pouvoir faire. Il y a tout un système avec du support, juste on peut appeler les gens pour pouvoir savoir ce qui se passe. Bref, tout un système de services qu'il va y avoir autour du logiciel qui vont permettre de pouvoir rendre l'utilisation du logiciel vachement plus sympa que si on a à l'installer nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Je connais quelqu'un qui me pousse beaucoup, qui me dit on devrait faire ça, on devrait mettre un Wheezy Print en ligne et les gens, ils enverraient du HTML, du CSS et ils auraient des beaux PDF. On peut y réfléchir, mais en tout cas, c'est assez compliqué. Notre cœur de métier, c'est plutôt de développer le logiciel. On est en fait en train de développer un navigateur, ça prend un peu de temps. Si en plus on doit gérer un serveur qui doit tourner H24 avec des gens qui envoient du HTML horrible dessus et qui vont faire planter tout le temps, ça risque de prendre un peu de temps. On va se calmer, on va attendre d'être peut-être 50 avant de fournir ce service. Un peu moins peut-être, on verra, mais peut-être pas tout de suite. Il y a deux autres sujets sur lesquels on travaille. Le premier sujet, c'est le sujet des subventions. Les subventions, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus dans le monde du libre. Il y a des fondations, il y a des organismes qui mettent en place des systèmes de subventions qui vont permettre de pouvoir aider les gens à développer du libre, qui vont être payés soit par des organismes publics, soit par des organismes privés, parce qu'il y a plein d'entreprises qui utilisent abondamment du logiciel libre sans jamais payer. Je suis sûr que vous connaissez des gens qui travaillent dans des entreprises qui utilisent du logiciel libre et qui n'ont jamais versé 1 €. C'est pas grave, tout le monde est passé par là. Vous pouvez vous rattraper, vous pouvez nous donner des sous après, il n'y a aucun souci, on sera très content. Quoi qu'il en soit, il y a des systèmes de subventions publics, privés qui existent pour pouvoir gagner de l'argent et ça marche de plus en plus. On a fait des dossiers de subventions. On attend des réponses, on verra, mais peut-être que ça va nous aider à pouvoir faire du développement que les entreprises ne voudraient pas forcément payer.
La dernière chose, c'est une offre de support. En gros, permettre aux gens de pouvoir nous appeler à n'importe quel moment du jour et de la nuit et leur répondre tout de suite pour leur donner la réponse parfaite. Ou alors juste qu'ils nous envoient un mail et qu'on leur répond le lendemain, c'est déjà pas mal. Ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place très bientôt. On peut dire quand? Ah oui. Le 12 octobre. Donc c'est très très bientôt, c'est dans 2 jours. Donc dans 2 jours, on va enfin lancer, après 4 ans, une offre de support pour les entreprises qui auraient besoin d'avoir un support un peu plus sur le long terme sur le logiciel. Jusqu'à présent, on faisait que du conseil, avec un système de facturation à chaque fois sur des missions. Là, on peut avoir des systèmes de support avec des abonnements, sur lesquels c'est plus sécurisant pour les entreprises. Et pour nous, ça nous permet aussi de pouvoir voir sur plus long terme, avoir de l'argent un peu plus récurrent. En exemple de support, il y a Curl. Alors tout le monde a déjà utilisé Curl, c'est un des logiciels les plus utilisés dans le monde. Même si vous ne le savez pas, vous l'avez forcément déjà utilisé. C'est un client HTTP qui était développé principalement par une seule personne qui pendant très longtemps a gagné 0 € d'avoir un logiciel installé sur toutes les machines de la Terre. Et puis un jour il s'est dit, ah je vais faire une petite page sur mon site pour dire que je vends du support. Et il a eu plein de gens qui sont venus lui demander du support parce que il s'y connaît un petit peu en HTTP étant donné qu'il a développé Curl quasiment tout seul. Donc pareil, s'il y a du support à avoir sur EasyPrint, on sera là pour pouvoir apporter du support. D'autres boîtes pourraient le faire, mais comme ça fait 12 ans, 13 ans qu'on développe le logiciel, on est peut-être les plus à même de pouvoir fournir un support de qualité. Voilà, donc ça c'était la fin, les différentes façons de gagner de l'argent. On peut bien sûr gagner de l'argent avec plein de moyens différents. Maintenant, je vais donner la parole à Lucie qui va vous expliquer un peu comment nous on gagne de l'argent et qu'on puisse voir un petit peu en termes de sous-sous ce que ça fait exactement. Ouais, donc maintenant, tout le monde est là pour ça. C'est pour avoir des chiffres. Donc du coup, on est réparti sur les 4 années. Donc du coup, de 2020, 2021, 2021, 2022, 2023 et 2024. Donc ça, c'est les chiffres qui sont... Chaque année, on publie sur notre site, du coup, combien on a gagné sur Courbouillon. Donc du coup, ces chiffres-là seront publiés du coup, le 12 octobre pour l'anniversaire. Donc la première année, ça s'est lancé tranquillement. On n'a pas eu beaucoup de choses. Ça fait 28 000 € de chiffre d'affaires. Chaque fois, c'est réparti en 5 catégories principales. Du coup, tout ce qui est être HTML, CSS, donc quand les gens nous envoient des maquettes de documents et qu'on fait le template pour eux. Les demandes de features, donc s'il faut rajouter une feature dans EasyPrint ou corriger un bug. Tout ce qui va être les dons via Open Collective ou en direct. Une partie conseil donc, sur l'utilisation de EasyPrint pour simplifier l'utilisation, améliorer les performances. Et un truc autre pour tout ce qui ne rentre pas dans les autres catégories. Donc suivant les années, ça va changer. Alors en 2022, on avait fait le packaging Mercurial pour Windows. Voilà, ça n'a rien à voir avec nous, mais ça rentre dans du libre. Donc du coup, voilà. Donc après la première année, petit début tranquille, on a pu voir en 2022 qu'on a eu plus d'argent. Et du coup, la répartition entre les différentes parties était quand même assez homogène, avec quand même beaucoup de features. Et en fait, avec le projet, on ne voit pas du tout les couleurs. Mais du coup, les features, ça représente à peu près un tiers de ce qu'on a pu avoir. Donc là, je ne sais plus ce qui avait été payé. Il y avait les leaders pour faire les petits points dans les tables de matière, par exemple. Les notes de bas de page, voilà, plein de choses qui ont été améliorées grâce au financement des features. Après, en 2023, c'était un peu plus bas, mais ça va. On a quand même resté sur une bonne stabilité. Et là, ça a été énormément de autres. Donc, dans autres, cette année-là, je pense qu'il y avait, oui, le développement de sites web, où après, dedans, à un moment, il y a de la génération de PDF. Donc, sous la partie développement de site web, pas vraiment forcément du libre, mais la partie intégrée EasyPrint dedans, ça va y être. Et le prévisionnel qu'on avait pour 2024, sur les autres fois où on a fait la conférence dans l'année, c'était entre 60 et 65 000 € à la fin de l'année. Donc du coup, on est très content parce qu'on a dépassé les 65 000 €. Donc je ne sais pas si c'était un bon prévisionnel ou un mauvais prévisionnel, mais en tout cas, on a dépassé le chiffre, donc c'est cool. Cette année, on peut voir à peu près que la quantité de features développées ou de bugs corrigés est beaucoup plus faible. Et ça, on pense que ça peut être expliqué par le fait que les fonctionnalités principales que les gens voulaient avaient déjà été financées plus en 2022 et 2023, et que maintenant qu'il y a Grid dans EasyPrint, plus personne n'a envie de payer des choses. Par contre, la part sur les templates, donc à partir des maquettes de documents intégrés
faire l'intégration HTML, CSS. Ça, par contre, a eu une plus forte demande, on se rapproche plus des chiffres de 2022. Donc on est content, ça remonte un petit peu. On espère que 2025, on réatteindra au moins 2022. Donc ça, c'est nos chiffres d'affaires sur Courbouillon, tout ce qui est sur le libre. Après, on fait d'autres choses à côté de la formation, mais pas sur du libre, et du conseil sur d'autres sujets. Donc maintenant, on va voir un petit peu notre retour d'expérience, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et ce qui aurait peut-être à retenir, ou en tout cas donner des idées. Donc pour nous, ce qui fonctionne bien, c'est qu'en fait, on a des clients qui vont plutôt nous ressembler. On a des clients avec qui on aime bien faire des visios. Genre, on est content de faire des visios à n'importe quelle heure de la journée avec des gens qui parlent en anglais. Donc c'est quand même, on les aime bien. Parce que faire une visio, c'est chiant. Parler en anglais, c'est chiant aussi. Puis les gens, ils aiment bien la nourriture aussi. On est tous contents. Et surtout, ça va être des relations assez durables parce que les gens viennent pour, par exemple, financer une fonctionnalité dans EasyPrint. Et après, ils vont avoir besoin d'aide pour intégrer d'autres rapports dans leurs applications. Et chaque fois, ça va être c'est rarement du one shot et après on se parle plus jamais, donc c'est plutôt cool. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a plein de clients et d'utilisateurs, utilisatrices partout dans le monde. Comme on l'a dit avant, on travaille surtout à l'international. Et après, on a des entreprises un peu sympas qui nous utilisent, qui ne nous donnent pas forcément de sous, faut savoir quand même. Du genre Airbnb, Samsung, Google, etc. Cette année, on a pu travailler avec Unicode, donc les gens qui décident les emojis et comment on écrit. Et du coup, ils ont sorti une nouvelle version de leur spécification qui fait plus de 1000 pages et un PDF qui, cette année, est généré avec EasyPrint. Donc on est très content de ça, c'est plutôt cool. Merci. Après, EasyPrint, au fil du temps, et on voit qu'il est de plus en plus utilisé. Maintenant, on est dans les top 1% des téléchargements des paquets Python. Donc surtout les paquets Python, voilà, on est dans le top 1%, c'est plutôt pas mal. Par mois, sur le mois de septembre, c'était un peu plus de 2 millions de téléchargements par mois. Au début de l'année, quand on a fait cette présentation, c'était marqué 1,5 million. Donc du coup, c'est cool, ça progresse assez vite au final. Et depuis la création, ça fait à peu près 53 millions. Donc voilà, on est content d'avoir de plus en plus de personnes qui utilisent EasyPrint. Parce que du coup, ça fait de plus en plus de personnes qui vont rapporter des bugs, qui peuvent proposer des pull requests pour corriger des choses, proposer des fonctionnalités. Bien sûr, plein de bugs horribles aussi, mais bon, c'est le jeu. Donc ça, c'est ce qui fonctionne bien et avec lequel on est content. Ce qui est un peu plus compliqué, par contre, pour nous, c'est qu'on a peu de visibilité à long terme. Quand on travaille avec des gens, ça va être sur des missions relativement courtes. Je pense que le plus grand, c'était genre 20 jours. Et du coup, ça, on a des visibilités genre à 2-3 mois grand max. Donc des fois, c'est un peu complexe à gérer. Et le temps de travail est assez inégal. Il y a des mois où on va être vraiment la tête sous l'eau et des mois où, bon, c'est tranquille. Aussi, sur le temps de travail, la répartition du temps de travail entre nous deux est assez inégale. Ça va dépendre des besoins des entreprises et de qui c'est qui a le temps de travailler à ce moment-là dessus. Donc voilà. Sur les rapports de bugs, ce qui est compliqué pour nous aussi, c'est quand les gens rapportent des bugs sur des plateformes ou des systèmes d'exploitation qu'on n'utilise pas. Donc il y a beaucoup de gens qui rapportent des problèmes sur Windows ou macOS, et nous, on est full Linux, et du coup, des fois, on n'arrive pas à reproduire. Donc si jamais vous voulez aider les gens sur Windows et macOS, allez leur répondre aux tickets pour essayer de débugger. Ça nous fera très plaisir et ça les aidera aussi. Donc n'hésitez pas. Et un des trucs assez compliqués et un peu pénibles, surtout on va pas se mentir, c'est les gens qui pensent qu'on doit travailler gratuitement pour eux. Donc quand on travaille dans une entreprise et qu'une mise à jour de EasyPrint casse quelque chose ou que sais-je, ça sert à rien de venir nous crier dessus pour dire il faut corriger ça maintenant. Si c'est si important, il fallait nous donner des sous avant. Là, on fera quand on fera. Donc voilà. Après, les gens, ils arrivent plus facilement quand même à comprendre que s'ils payent, il y a plus de choses qui sont faites et tout le monde est plus content, c'est plus sûr. Alors, on s'est retrouvé dans cette situation-là à pouvoir vivre du logiciel libre parce qu'on a un peu regardé tout ce qui se faisait et on a fait un peu la liste de tout ce qui nous permettrait de gagner de l'argent. Mais il faut aussi dire qu'il y a certaines choses qui font qu'on est différent des autres logiciels. Quand on s'est lancé, on avait déjà un logiciel qui avait 10 ans d'existence. Et ça, c'est un luxe qui est assez important. On avait développé le logiciel dans une entreprise avant, ce n'était pas son cœur de métier, mais on est parti avec déjà un logiciel, avec déjà énormément d'utilisateurs et d'utilisatrices, et donc un potentiel de clients qui était quand même assez important. Ça, c'était un gros atout et c'est ce qui fait qu'au final, on a eu très très vite beaucoup de clients. C'est parce qu'on avait déjà énormément de personnes qui utilisaient sans payer.
La deuxième chose, c'est que on est deux. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez rare dans le monde du logiciel libre. Souvent, les gens développent de manière un petit peu indépendante. Nous, là, on est deux et c'est vraiment bien. Déjà, quand on monte une entreprise, c'est difficile quand on est tout seul. Quand on est deux, c'est déjà un peu mieux. Quand il y a quelqu'un qui a la tête sous l'eau ou qui n'a pas le moral, on peut s'aider et c'est vraiment bien. Une autre chose aussi, c'est qu'on est dans une coopérative et ça, c'est vraiment pratique. On a un système un peu hybride où on est comme des auto-entrepreneurs, sauf qu'on a la sécurité de l'emploi, on cotise, on a des personnes qui vont s'occuper de toute la partie légale et toute la partie administrative et ça, c'est quand même vraiment bien. Donc, se lancer là-dedans, c'est aussi une bonne idée quand on réfléchit comment gagner de l'argent dans le logiciel libre. Il faut aussi se poser la question de quelle structure juridique je vais prendre, de qui je vais m'entourer, comment va être mon quotidien, parce que pour durer dans le temps, c'est super important d'être bien accompagné. La chose aussi qui fait qu'on est un peu unique, c'est que on adore les spécifications et on sait qu'il n'y a pas grand monde qui aime les spécifications. Si vous vous levez le matin et que vous vous dites je vais faire footballeur par exemple, il y a des chances que ça se passe mal parce qu'il y a plein de gens qui rêvent d'être footballeur, footballeuse et finalement il y en a assez peu qui arrivent à en vivre. Là, quand on veut faire des spécifications, si vous allez dans la rue et que vous demandez aux gens est-ce que tu adores lire les pavés de 150 pages qui vont parler des technologies que personne n'implémente, la réponse va être je ne sais pas de quoi tu me parles. Et donc, ça nous donne un avantage concurrentiel. On adore lire les specs, on est bon là-dedans, et donc on peut fournir un service meilleur que la plupart des autres gens qui pourraient fournir du service là-dessus. Alors, en conclusion, le logiciel libre, ça vous le savez, ça intéresse beaucoup de monde. Il y a plein de gens qui l'utilisent, plein de gens qui développent, plein de gens qui gravitent autour, et c'est un écosystème qui est riche, avec plein de personnes très très différentes, plein de sujets très très différents, et c'est ce qui fait aussi que c'est super attractif et super intéressant. Pour les entreprises, c'est super intéressant aussi parce que c'est gratuit, même si avoir du support, ça peut être sympa pour être sûr que le logiciel que j'utilise aujourd'hui, je pourrais continuer à l'utiliser demain. Ce qu'il faut savoir, c'est que payer des gens dans le libre, c'est aussi quelque chose qui se fait beaucoup. On en parle assez peu parce qu'on parle assez peu d'argent, mais au final, c'est pas si compliqué de trouver des entreprises qui ont intérêt à donner de l'argent. Et c'est assez facile de construire un argumentaire pour expliquer aux gens, expliquer aux personnes qu'on va croiser dans les conférences, expliquer aux personnes qui vont utiliser nos logiciels, qu'elles ont tout intérêt à nous donner de l'argent, qu'elles se rendent un service à elles-mêmes et pas qu'à nous en donnant de l'argent. Assurer de la pérennité du logiciel, s'assurer qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui donnent de plus en plus d'argent pour qu'il y ait de plus en plus de fonctionnalités, c'est super important pour toutes les personnes qui utilisent un logiciel. Donc ça vaut le coup d'investir 2 pour gagner 5 derrière. Et c'est pour ça que les entreprises, de plus en plus, commencent à donner de l'argent. Et ce n'est pas quelque chose qui est de niche. Il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui donnent beaucoup d'argent dans le logiciel libre. Donc en conclusion, il existe des gens honnêtes et sympas. Ça, faut pas l'oublier. Il y a plein de gens super cool. Comme disait Lucie, on adore se lever le matin pour discuter en anglais avec des gens qui sont à l'autre bout du monde pour parler de spécifications. Si on fait ça, c'est parce qu'on adore nos clients. Pourquoi ? Parce qu'on a fait une com qui nous ressemble, on a ciblé des gens qui nous plaisaient, et grâce à ça, les gens qui viennent vers nous sont plutôt sympas et on a envie d'aller les voir, on a envie de discuter avec eux et on a envie de les aider. Et eux, ils ont envie de nous donner de l'argent pour ça. C'est ça qui est bien. Ils veulent donner de l'argent, il n'y a pas de souci, on fournit un service et ils nous rémunèrent comme n'importe quelle entreprise. C'est pas parce que c'est un logiciel libre que c'est pas possible. Les entreprises, elles sont ravies de vous en donner de l'argent parce qu'une fois qu'on a construit quelque chose, on est dans un système de plus partenariat que juste de fournir un service. On est là pour les aider à grandir, on est là pour comprendre leurs besoins et après on fait partie de la même équipe. On est tous là pour faire grandir une entreprise, faire grandir les services qu'elle porte et avec ça, l'entreprise, elle sera contente de nous donner de l'argent comme elle est contente de rémunérer les gens qui travaillent pour elle. C'est normal, on fait partie de l'équipe et on va les aider à se développer. Et ils vous donneront de l'argent à hauteur de ce qu'ils en tireront. S'ils veulent aller très loin, s'ils gagnent beaucoup d'argent avec votre logiciel, ils n'auront aucun problème à vous donner de l'argent par rapport à ça. On travaille avec des entreprises qui font des rapports qui vendent très 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 cher et qui sont très contents de nous donner de l'argent en disant si je peux encore gagner beaucoup d'argent grâce à votre logiciel, je vais bien te donner un petit peu et pour toi ça fera beaucoup et moi je gagnerai encore plus l'année prochaine. Donc au final, n'hésitez pas à vous lancer dans le monde du logiciel libre, il y a plein de façons de gagner de l'argent, il faut trouver les façons qui vous plaisent, les façons qui vous intéressent, les façons avec lesquelles vous vous sentez à l'aise aussi d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral et aussi d'un point de vue financier. Il faut trouver les bonnes personnes, la bonne structure, la bonne niche, la chose qui va faire que votre service, ce que vous allez fournir, va être unique et aura de la valeur pour vos clients.
Et à partir de là, après, vous pourrez faire des belles conférences à Volcamp l'année prochaine pour expliquer comment vous avez gagné de l'argent avec du logiciel libre. Merci beaucoup. Il y a les 2 QR codes si vous voulez des liens pour voir ce qu'on fait et si vous voulez donner votre avis sur la présentation, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je vais les répéter du coup, je vais essayer de les répéter parce que... Merci beaucoup pour la présentation. C'est rassurant de voir qu'il y a des personnes encore qui aiment bien lire les specs. La question, c'est, vous avez parlé de feature ou de correction des bugs, demander par exemple. Ouais. S'il vous plaît, pour le faire. Si un développeur de la communauté a déjà anticipé par fixer un bug ou de créer une feature, vous lui filez un billet ou Tu me réponds? Bah, ça, c'est déjà arrivé qu'il y avait des gens qui avaient commencé à ouvrir des pull requests et qu'après, il y a une entreprise qui dise « Ah, ben, je veux cette feature » et que il y a la personne qui a déjà ouvert la pull request et du coup, juste on dit à l'entreprise « Tester la pull request », comme ça fait une personne qui teste et il y a personne qui paye d'argent et personne qui reçoit d'argent à ce moment-là, par contre. Parce que c'est déjà fait. Ça nous est arrivé aussi d'avoir des clients qui ont demandé la même fonctionnalité en même temps. Et on a déjà proposé aux entreprises de diviser les coûts par 2 ou par 3 pour que ça coûte moins cher et qu'au final tout le monde soit content. Après ça dépend un peu... Ça répond à la question? J'ai pas répété la question du coup. J'ai pas répété. Je répéterai la prochaine. Oui. Ok. Alors la question c'était, est-ce que l'entreprise dans laquelle on était, c'était une demande de sa part d'avoir du logiciel libre? La deuxième question c'était, est-ce qu'elle continue à l'utiliser? Et la troisième c'était, je me rappelle plus, est-ce qu'on a forqué, qu'est-ce qu'on a fait avec le logiciel quand on est parti? Je vais répondre du coup. Alors l'entreprise c'était Cosea, c'était une entreprise de laquelle j'étais gérant. Donc ça veut dire que c'était plutôt facile pour prendre les décisions. Moi je suis arrivé, j'étais à la base stagiaire et j'étais la seule personne à faire de l'informatique et j'ai dit bah moi je veux bien faire tout ce que vous voulez mais je ferai que du libre. Ils m'ont dit d'accord. Et après ils m'ont dit bon bah viens on monte une boîte ensemble en fait ça va être vachement bien. Donc la question du libre elle s'est pas trop posée. Quasiment tout le code qu'on a fait dans cette boîte c'était du libre parce que juste ça me plaisait plus de faire du libre que de pas faire du libre. Est-ce qu'ils continuent à l'utiliser? La réponse est oui, ils continuent à l'utiliser. Ils font les mises à jour, ils nous rapportent des bugs vraiment de temps en temps, mais en général ça se passe bien. Après, il n'y a pas grand chose de particulier. On a toujours contact avec et voilà, donc ça se passe bien. La troisième partie, c'est qu'est-ce qui s'est passé quand on est parti? Ça a été une grande question. Et comme j'étais co-gérant de l'entreprise, quand je suis parti, ça fait partie des choses avec lesquelles je suis parti de l'entreprise. Donc ça fait partie, on a discuté de comment on pouvait répartir les différents actifs de l'entreprise. Et donc moi, je suis parti avec un accord, avec la possibilité de pouvoir continuer à développer le logiciel en étant admin. Donc on est tous les deux admin du logiciel, on fait ce qu'on veut dessus. Et par contre, on a gardé le nom du dépôt de l'entreprise. Donc le dépôt appartient encore à l'entreprise. Et on va le faire pendant 5 ans. Donc c'est bientôt terminé, dans quasiment un an, ouais, c'est ça, dans oui. un an. Dans un an, on pourra avoir notre nom directement pour le dépôt. Mais là, actuellement, le dépôt sur GitHub, il a encore le nom de Cosea dedans. Et ça fait partie des choses sur lesquelles on s'est mis d'accord quand on est parti de l'entreprise. Alors, là-dessus, la question c'est est-ce que ça pose des problèmes qu'on fournisse du service? Alors pour nous, avec l'entreprise, ça pose aucun problème parce qu'on s'est mis d'accord, on a signé ça et on a fait un contrat pour dire de ce qu'on avait le droit de faire ou pas. Donc là-dessus c'est réglé, c'était clair et il n'y a pas de problème. Par contre, pour nos clients, il faut expliquer que nous, on s'appelle Courbouillon, on fait partie d'une coopérative qui s'appelle Helicop et on travaille sur un projet qui est géré par Cosea. Ça, souvent, c'est un peu les questions de « mais alors, j'ai pas bien compris, vous travaillez pour qui, vous êtes combien, tout ça ?»
Maintenant, on a l'habitude, on a un discours et les gens comprennent, mais c'est vrai que ce millefeuille-là de noms, c'est quelque chose qui a un peu brouillé la communication. Mais bientôt, il n'y aura que Courbouillon, donc ça réglera le problème. Oui. Je m'interrogeais sur le marketing, c'est un gros mot, mais est-ce que c'est vos clients qui vous trouvent ou vous allez démarcher les gens? Est-ce que la com, c'est beaucoup d'efforts? Alors du coup, c'est le marketing, en gros, comment ça marche? Est-ce que les clients viennent nous trouver? Est-ce qu'on démarche des gens? Et si c'est beaucoup d'efforts? Alors du coup, au début, on a écrit beaucoup d'articles. Maintenant, on en écrit toujours régulièrement, mais moins qu'au début. Donc ça, des fois, c'est un peu dur de se motiver à écrire l'article. Par contre, on fait vraiment aucun démarchage. Les gens, ils nous envoient des mails tout seuls comme des grands. On n'a jamais pris un téléphone ou envoyé un mail pour dire à quelqu'un regarde, on fait des trucs trop bien. Et après, le gros du marketing, sur dire que ah là là, Wheezyprint c'est trop bien et ils sont trop sympas, en fait, c'est nos clients qui le font auprès de d'autres gens. Donc c'est vraiment très bien comme ça. On se limite à de la communication, ouais. Articles sur le blog et après sur les réseaux sociaux pour poster les articles quand on va dans des conférences. Faire du teasing sur les nouvelles fonctionnalités, mais Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Bah, merci beaucoup.